Amis téléspectateurs, bienvenue à l'émission Forêt, Développement durable et Environnement. Avez-vous entendu parler du projet Forêt et diversification économique en sigle PEF2E? Oui ou non, qu'à cela ne tienne. Pour tout savoir sur le PEF2E, je vous invite à suivre ce documentaire que nous vous proposons. Dans le cadre du renforcement de la gestion durable de ces forêts, la République du Congo avait conclu avec l'Association internationale du développement, en sigle IDEA, partenaire de la Banque mondiale, un accord de financement du projet Forêt et diversification économique, en sigle PEF2E. Lancé le 27 mars 2013 pour une durée de 4 ans environ, ce projet est financé à hauteur de 16,3 milliards de francs CFA, soit 5 milliards de l'Association internationale de développement via la Banque mondiale et 11,3 milliards de l'État congolais. Ce projet qui vise le renforcement des capacités de l'administration forestière, des communautés locales et populations autochtones pour une gestion participative des ressources forestières compte 3 composantes et 7 sous-composantes. Le PEF2 agit sur 3 composantes. La première composante, c'est le renforcement des capacités de l'administration forestière. La deuxième composante, c'est l'implication des communautés locales et des peuples autochtones dans la gestion participative des forêts. Et la troisième composante, c'est sur les études, perspectives plus sur la communication. Pour le compte de la composante renforcement des capacités, le PEF2E a entrepris plusieurs initiatives pour améliorer les conditions de travail de l'administration forestière décentralisée. Le PEF2E a apporté d'abord les moyens mobiliers. Donc on a doté toutes les directions départementales des véhicules 4x4 tout-terrain. À toutes les brigades, au moins 118 motos pour les brigades forestières et 30 hors-bord pour les brigades l'eau et les aires protégées. On a réhabilité 4 DDF. DDF Kwilu, DDF Sanga, DDF Likwala et la DDF Cuvette au Wando. Et puis, normalement, dans notre vision, il était question qu'on réhabilite toutes les directions départementales. Mais compte tenu de la contrepartie qui n'a pas été effective, donc on s'est limité à 4 directions départementales. Ensuite, on a pensé à la connexion Internet. Vous savez qu'aujourd'hui, à l'heure du numérique, il n'est plus efficace que les cadres que nous sommes de travailler sans Internet ou moyen de communication moderne, si on peut le dire. Donc, on a connecté les directions départementales par VSAT pour les DDF et on a mis en réseau les services de la direction centrale parce qu'il n'était pas question qu'on mette Internet seulement à la direction centrale, donc la transmission n'allait pas être fluide. Donc il fallait d'abord réhabiliter le réseau Internet de la direction centrale et mettre aussi en réseau les directions départementales ou bien les directions décentralisées selon le thème. Les responsables des directions départementales bénéficiaires de ces appuis matériels du PEF2E témoignent et expliquent leur satisfaction. C'est à la fois un honneur et un plaisir pour nous de parler du PEF2E. J'avoue que de mémoire de forestier, je n'ai pas rencontré un projet aussi efficace que le PEF2E. Simplement parce que ce projet a apporté une contribution multiforme. Je suis très satisfait de dire que la participation effective des brigades a été au rendez-vous au cours de cette année. Simplement parce que le PEF2E a rendu possible cette participation effective. Le PEF2E a réussi à doter nos 5 brigades en matériel technique. D'ailleurs, 2 brigades ont même bénéficié des moyens roulants.
c'est une grande première au niveau du département. À cela, on peut ajouter les conditions dans lesquelles nous travaillons. Vous voyez, ce bâtiment hier, ce fut un bâtiment qui suintait, et quand il pleuvait, il y avait de l'eau partout dans les salles. Et aujourd'hui, grâce au projet PF2E, nous avons un bâtiment rénové. Et vous voyez, nous travaillons dans des conditions où il y a la climatisation dans tous les bureaux. Certainement, vous avez déjà pu le constater comme moi. Et ce bureau, par exemple, du directeur départemental, il n'y avait pas de toilette interne. Il fallait aller chercher à se libérer avec les agents. Et quand on avait des cadres qui arrivaient du département, notamment des personnes VIP, on avait du mal à leur demander d'aller dans les toilettes. Donc aujourd'hui, on est à l'aise quand on reçoit des délégations, on est capable de leur dire, bon, allez-y, les conditions sont réunies. Et nous avions également des coupures intempestives de courant, mais aujourd'hui, nous avons un groupe électrogène et quand la SNE n'arrive pas à nous livrer le courant, et nous allumons ce groupe électrogène et nous travaillons. 24 sur 24, le groupe peut fonctionner. Au niveau de la guérite, les gardiens n'avaient pas là où aller quand il s'agit de se soulager. Et on a fait également, on a mis des conditions pour que l'équipe de gardiennage ne soit pas emmerdée quand il s'agit d'aller aux besoins. Et donc, nous avons également bénéficié d'un magasin de stockage des objets saisis, du genre machine à tronçonner, tout ce que nous prenons entre les mains des délinquants. Et nous avons donc salué le projet PF2E à cause de cet appui qu'il nous a apporté dans ces deux sens. Ce projet n'a cessé de nous doter du matériel pour nous aider à mieux travailler. Les moyens roulants, le matériel informatique, le matériel technique comme les GPS et autres. Et puis de temps en temps, il y a eu des missions de formation. En tout cas, depuis que nous sommes, je ne veux pas parler plus loin, nous avions eu des projets, mais le PF2, c'est un projet qui nous a donné du matériel, suffisamment de matériel qui nous ont vraiment aidé à mieux faire. Avec le véhicule, vous voyez, je ne peux pas essayer de donner des statistiques comme ça. Ça nous permet d'être promptement sur le terrain et les recettes aussi sont passées peut-être au triple. Parce que pour contrôler les chantiers, pour surveiller le braconnage en forêt, il faut juste moyen. Deux bâtiments que vous voyez, le premier, c'est celui qui abrite l'administration. Le deuxième bâtiment fait donc office de la résidence du directeur départemental. C'est les efforts du projet Forêt Diversification Économique, toujours dans le cadre d'améliorer nos conditions de travail. Et, effectivement, ces bateaux aussi font partie de ces efforts, toujours de ce projet. C'est le produit du PF2E, l'antenne, les bateaux, la réhabilitation des bâtiments, de la clôture, les dalettes. Les conditions de travail définissent les résultats qu'on attend. Mais on ne peut pas dire qu'on a eu tout et on ne peut pas tout avoir aussi. Mais au moins aujourd'hui, les agents peuvent rester longtemps au bureau, plancher sur un travail parce qu'il y a un peu de fraîcheur puisque nous avons des climatisations. Ils peuvent rester longtemps au bureau parce que chacun peut brancher son ordinateur pour faire son travail sur l'ordinateur. Donc le travail se fait dans des conditions vraiment idéales. Le PF2E a également entrepris quelques actions d'appui au profit des communautés locales et des populations autochtones dans la gestion des ressources forestières. Dans la gestion des communautés locales et peuples autochtones, on a signé plusieurs conventions, dont la convention avec CIB Olam, dans la cacao-culture. Et puis on a dans la zone de la Songa, là où CIB intervient. Pourquoi on avait fait le choix sur la CIB? Parce que la CIB était déjà habilitée à faire des pépinières de la cacao-culture. Donc nous, on a juste injecté et puis c'était dans la zone d'intervention du PF2E. Donc
la CIB aide les populations à mettre en place des plantations de la cacao-culture en association avec la bananeraie et le manioc. Donc on peut commencer de Pokola jusqu'au terre Kabunga. Donc le terre Kabunga, c'est presque vers la Likwala. Et puis on a signé aussi une convention avec le PRONAR pour nous aider à encourager au fait, les populations à faire des affaires dans le secteur forestier. Donc avoir leur plantation forestière et puis une fois la plantation en maturité, ils peuvent faire du bois ce qu'ils veulent, ou faire le charbon, ou faire des piquets et puis utiliser quoi. Donc c'est aussi un secteur qui n'est pas bien exploité. Donc c'est ça la politique que nous voulons mener avec le PRONAR, à encourager les gens de se lancer dans les affaires de la foresterie. Que pensent les bénéficiaires de ces appuis? Par rapport à l'appui que le PFDE nous a donné, vraiment ça m'a aidé de beaucoup, parce que c'est avec ça que j'ai pu faire tout ce travail-là. Donc ça m'a aidé surtout sur la main d'œuvre. C'est avec ça que je prenais des gens qui venaient m'aider à défricher jusqu'à la planting. Dès que je vais récolter, je vais vendre et ça me permettra de d'abord assurer la scolarité de mes enfants. Je suis père de 5 enfants. 2 sont ici, mais les 3 autres sont en Padawi. Donc avec cet argent, ça me permettra de supporter la scolarité et la santé aussi de moi-même et de ma petite famille. Je suis cacaoculteur. Je profite de cette occasion pour remercier infiniment le PFDE qui m'a soutenu pour la conduite de ma plantation. Effectivement, ici, vous êtes dans mon site. J'ai 9 hectares, 10 hectares ici. Donc les 9 hectares sont pour la cacaoculture et puis j'ai réservé 1 hectare pour la base vie. Nous profitons de cette occasion ici pour remercier et féliciter ceux de la pépinière qui nous ont donné des plants appropriés. Ici là on a planté saputier, on a planté oranger. Il y a aussi quelques pieds de citron qui est là qu'on avait mis. En dehors du renforcement des capacités matérielles, pour l'amélioration des conditions de travail de l'administration forestière, le PFDE a réalisé et doit encore poursuivre des initiatives de renforcement des capacités techniques de l'administration forestière. Au niveau du PFDE, nous avons fait une série de formations. D'abord, nous avons acquis des outils techniques de base pour le forestier et ça nous a permis justement de faire ce renforcement des capacités sur les outils techniques. Il s'agissait notamment du GPS, du compas forestier électronique, du clisimètre, de la boussole et ainsi de suite. Et donc nous avons pu à ce jour renforcer la capacité d'une grande majorité des cadres de l'administration forestière. Ça, c'est les premières formations que nous avons faites sur les outils techniques et le traitement de l'information, où nous les avons initiés au système d'information géographique, à la collecte des données sur le terrain. Et j'avoue qu'il y avait des forestiers qui ne savaient pas, qui n'avaient jamais vu les outils techniques de base et qui ont été renforcés. Et l'administration congolaise est l'une des premières à utiliser le compas aussi performant que le CBI 300. Parce que nous en avons commandé 28. C'est la plus grosse commande dans la sous-région, ça n'existe pas. Et l'administration, au niveau de chaque département est doté de 2 compas forestiers électroniques. Ils ont été renforcés au paramétrage et à l'utilisation de compas pour faire les différents inventaires ou le contrôle. Également, le GPS a été un des éléments importants qui a été utilisé pour justement le géoréférencement de l'information qui permet de faire la traçabilité depuis la partie de la coupe du bois jusqu'à destination. On peut suivre à partir du GPS. Également, les cadres avaient des problèmes de contrôle parce qu'ils étaient souvent à la remorque de la société forestière qui avait sa cartographie qui venait et eux, ils étaient chargés de la valider sans avoir les outils techniques nécessaires. Aujourd'hui, ils ont la capacité de vérifier est-ce que c'est vraiment là où la coupe se fait, est-ce que c'est vraiment là-bas que ça se fait, est-ce que le positionnement est bon, ils peuvent contrôler et redresser. L'ouverture des léons, par exemple. Après justement les formations, les gens se sont rendus compte qu'il y a certains léons qui n'étaient pas corrects.
ils ont dû les redresser grâce aux outils et techniques qui ont été utilisés. Donc, il y a cette première formation qui a été faite sur les outils de base. Je ne suis pas forestier, mais je suis un administrateur. Arrivé là-bas, après la formation, j'ai appris beaucoup de choses dans le cadre de renforcement de capacité. Je ne savais pas comment les forestiers agissaient sur le terrain. Mais là-bas, j'ai appris comment faire le cubage avec le compas forestier électronique, comment mesurer l'arbre avec le pluviomètre. Et surtout là où j'ai aimé, c'est la manipulation, bien l'utilisation du GPS. C'est ça qui m'a vraiment édifié sur ça, parce que j'entendais parler, j'écoutais souvent on parlait souvent de GPS, mais malheureusement, je n'avais pas l'occasion de l'utiliser. Mais grâce à cette formation, j'ai compris comment utiliser le GPS. Il y a une deuxième formation que nous avons faite sur l'outil informatique. Étant donné que nous partons vers l'informatisation de l'ensemble du ministère, donc la mise en place des systèmes, il était nécessaire d'outiller les cadres du ministère et des directions départementales au niveau à l'utilisation justement des outils informatiques. Donc à ce jour, les formations ont concerné l'ensemble des directions départementales avec les cadres venant justement des brigades de l'économie forestière. Et ça nous a permis vraiment d'avoir un niveau de formation des cadres assez élevé. Et également sur les systèmes, nous avons vu que le premier système qui a été mis en place, c'était le système de planification et de suivi et évaluation. Les cadres ont été formés à l'utilisation de ce système. Et ce n'est pas que les cadres de l'administration centrale, mais de l'administration décentralisée également. Et ils ont été formés à la gestion axée sur les résultats. Et ensuite, nous avons formé les cadres sur les systèmes d'archivage où nous essayons de mettre en place un réseau pour pouvoir opérationnaliser les archives au niveau du ministère. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que le ministère produit beaucoup de documentation. Des documentations de qualité, mais qui sont perdues au fur des générations parce que nous ne les capitalisons pas. Donc, archiver ces documents devient un élément très important et ces cadres ont été renforcés dans ce sens. Et nous venons tout juste de finaliser le système de gestion financière des ressources humaines et du matériel. Et les cadres ont été également formés à l'utilisation de ce système. Normalement, aujourd'hui, si nous regardons par rapport à nos indicateurs pour la formation, nous avons réalisé une formation de 60 à 78%. 78% des cadres ont été formés à travers le projet. J'allais même oublier le site web. La mise en place du site web nous a permis de renforcer les capacités de la DCV à travers le service informatique sur la maintenance et l'animation de ce site web. Donc vous voyez qu'au niveau du renforcement des capacités, il y a beaucoup qui a été fait. Au niveau maintenant des cadres fonctionnaires qui venaient de l'administration forestière, parce que vous savez qu'au niveau du projet, nous avons des cadres qui viennent de l'administration forestière qui doivent être aussi renforcés pour pouvoir un jour prendre en charge les projets par rapport avec les différents partenaires. Et donc dans ce cadre-là, nous avions des homologues. Par exemple, moi j'ai un homologue qui aujourd'hui a reçu une formation. D'abord, il était envoyé en formation, ensuite il est venu, et au fur et à mesure, il a acquis les compétences pour mettre en œuvre un projet de suivi et évaluation. Et vous avez également en gestion financière, c'est la même chose. Vous avez des homologues qui aujourd'hui ont été également formés, soit par les experts ici, mais également, on les a envoyés ailleurs pour voir l'expérience des autres dans différentes écoles à l'extérieur. La coordination aussi a suivi cette formation. Donc voilà ce que le projet a pu réaliser dans le cadre de l'administration forestière. Mais soit dit en passant, c'est vrai que nous pouvons nous réjouir des résultats, mais pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Ce n'est pas suffisant, pourquoi? Parce que si nous prenons les chiffres globaux, ça semble être bon, mais souvent quand nous rentrons dans certains détails, nous rentrons encore compte qu'il y a des zones de faiblesse. Parce que les chiffres n'étant pas les mêmes, il y a des zones où il y a eu plus de formés que d'autres zones où il y a eu moins de formés, ainsi de suite. Et il y a cette disparité qu'il faut arriver à corriger.
En vue de trouver des réponses à quelques questions cruciales qui se posent actuellement au secteur forestier, le PFDE a entrepris un certain nombre d'études prospectives sur les enjeux du secteur forêt et environnement. Dans le cadre de la troisième composante du projet forêt et diversification économique, notamment la composante relative aux études prospectives et communication, et plus précisément aux études, n'est-ce pas? Le projet, dès sa naissance, avait fait réaliser une étude relative aux sauvegardes environnementales et sociales. Donc, c'était une des conditionnalités de la mise en œuvre du projet, hein, une exigence. Donc, il fallait réaliser cette étude. Et cette étude donc, avait été réalisée en 2013 par le cabinet d'études Agreco. Et cette étude avait produit 3 rapports. Le rapport de planification en faveur de populations autochtones, le rapport sur la gestion environnementale et le rapport sur la réinstallation involontaire. Et donc, après cette étude, chemin faisant, puisque le projet a démarré en 2013, et a réalisé d'autres études, n'est-ce pas? Il s'agit notamment de l'étude sur l'opérationnalisation du PRONAR, c'est-à-dire le Programme national d'afforestation et de reboisement. Et cette étude avait été réalisée en 2014 par FRM. FRM, c'est un bureau d'études, Forest Resources Management. Et ensuite, il y a eu une troisième étude, l'étude sur les contraintes des entreprises forestières face aux exigences du plan d'action FLECT. FLECT, c'est le Forest Law Enforcement, Governance and Trade, dans le cadre des échanges commerciaux, n'est-ce pas, de bois, sous l'application de la réglementation forestière, la gouvernance et les échanges commerciaux, comme je venais de dire, en République du Congo. Cette étude avait été réalisée par Caroline Duès, qui a réalisé une très bonne étude en individualité en 2014. Et ensuite, il y a eu l'étude sur l'analyse des besoins en renforcement des capacités institutionnelles du ministère de l'économie forestière et du développement durable et de ses organismes sous tutelle. Cette étude avait été réalisée par le bureau d'études Agreco. Enfin, toujours dans le cadre de la réalisation des études, eh bien, le PFDE a réalisé une étude sur la note d'idée d'ERPIN en mars 2014 par un consultant individuel, Ralph Strobel. Eh bien, ici, l'étude sur la note d'idée ERPIN, c'était en appui au projet RED+. Et cette étude avait permis à ce que, n'est-ce pas, le projet RED+, puisse réaliser sa stratégie nationale sur la RED+. Voilà donc 5 études qui ont été réalisées durant la vie du projet. Et la dernière étude qui reste à réaliser et qui est en cours de réalisation, n'est-ce pas, c'est l'étude relative à la place du secteur forestier dans l'aménagement du territoire. Et cette étude, c'est en collaboration avec le ministère en charge de l'aménagement du territoire. Nous sommes un projet de renforcement des capacités et donc, en accord avec la Banque mondiale, le PFDE va appuyer l'aménagement du territoire et vous êtes sans ignorer que l'administration forestière est déjà en avance en matière d'aménagement de l'espace. Parce que tout l'espace forestier est doté des plans d'aménagement, n'est-ce pas? Et donc, de ce point de vue, le projet va appuyer l'aménagement du territoire dans la réalisation de cette étude. Vous savez, quand on réalise une étude, c'est pour, par la suite, prendre des décisions. Une étude élaborée présente des recommandations. Et donc, ces recommandations vont à l'endroit de l'administration forestière qui va s'approprier de ces recommandations, qui va capitaliser ces recommandations pour prendre des décisions. Okay? On peut prendre par exemple l'étude des sauvegardes environnementales et sociales. Il faut donc réaliser cette étude parce que le projet a son champ d'action dans la forêt. Okay? Ce projet va donc réaliser des activités qui peuvent impacter la forêt. Donc, il faut au préalable des études de sauvegarde environnementale et sociale pour regarder les aspects sociaux, parce qu'il peut avoir des impacts aussi bien sur la forêt que sur les populations riveraines, notamment les populations locales et autochtones. Donc voilà un peu le bénéfice de ces études.
On peut prendre une autre étude, par exemple, l'étude de la place du secteur forestier dans l'aménagement du territoire. Voyez-vous, cette étude va donner des recommandations, va donner de l'inspiration ou va donner la matière à l'aménagement des territoires, n'est-ce pas, soit dans la réactualisation ou la mise à jour du schéma national d'aménagement du territoire. Donc, une étude réalisée a toujours des recommandations et ces recommandations sont pour la décision, n'est-ce pas, de l'autorité publique. Comme on peut s'en rendre compte, nonobstant les difficultés de décaissement des fonds de la contrepartie congolaise, le projet Forêt et diversification économique est en phase de réussir sa mission. Ce projet, qui prend fin le 30 novembre 2017, compte encore sur le reste de l'enveloppe budgétaire prévue pour achever sa mission. C'est donc dans ce but que la Banque mondiale envisage d'accorder au PEF2 un financement additionnel de 6,6 millions de dollars. Merci, chers amis téléspectateurs, pour votre aimable attention. Au revoir, à la prochaine occasion.